Et j'invite à rejoindre le réalisateur de Poitiers, Jérôme Ribaud. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Laurence Moinereau, directrice du master assistant réalisation de l'Université de Poitiers, qui a coproduit le film. Et aussi d'autres invités. Et si tu peux m'aider, Jérôme. Oui, pardon. Il y a Patrice Gallet, comédien, qui est là. Cyprien Faré et Roxane Ockman, qui ont joué dans le film. Voilà. Je commence par quelques questions sur le film. Et, on peut dire que le deuil, c'est le point du départ du film, mais c'est pas du tout l'élément d'intérêt. Voilà, on dirait que c'est plutôt juste un point de départ pour aller explorer plutôt cet espace de liberté et des possibilités qui est l'adolescence, et notamment lié au désir. Est-ce que c'était justement plutôt l'intérêt du désir, ou c'était justement d'aller capter, filmer ces moments de transition dans la vie d'un jeune homme? Moi, le point de départ, c'était le bol de lait, en fait. Non, mais le titre du film, à l'origine, c'était le bol de lait, mais j'ai pas voulu garder le titre parce que ça disait tout, en fait. Donc moi, c'était le bol de lait qui m'intéressait, et pas du tout la question du deuil, ni même la question de l'adolescence, ça m'intéressait pas du tout. Donc c'était le bol de lait. Voilà, je peux pas dire autre chose, et ça s'est construit petit à petit. Et avec la question du bol de lait est venue la question du deuil, et comment traiter ça. C'est tellement traité par la sociologie, par tout le cinéma, par beaucoup de choses, que je me suis dit, il faut qu'on avance. Et c'est à ce moment-là que j'ai imaginé que le film avancerait un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, et que petit à petit, on ouvrait des portes jusqu'à ouvrir la porte avec l'assistante sociale qui amène derrière et qui amène encore derrière. Voilà. Je pense que je suis parti du bol de lait, je suis arrivé à l'assistante sociale, en fait. C'est marché comme ça. Mais il y a quand même la question du désir qui est assez présente, une circulation du désir qui concerne presque tous les personnages d'une manière assez inattendue, notamment par rapport à comment tu filmes ces désirs qui se manifestent pas d'une manière évidente, frontale, il n'y a pas de scène de sexe. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus par rapport à cette question du désir qui passe plutôt par... on dirait par un côté plutôt solitaire, fétichiste aussi. Fétichiste, c'est pas un mot qui m'intéresse, parce que tout de suite on a l'impression qu'on est dans un sex shop, s'il y a de la poussière. Oui, non, bien sûr. Pour moi le désir est consubstantiel du lieu, de la nature et du château, en fait. Donc c'est une circulation. C'est le mot important, circulation. Mais comment dire, c'est un plan important pour moi du désir, c'est quand le personnage de Victor se masturbe devant le paysage. Voilà. Là j'ai essayé d'exprimer quelque chose qui me semble important par rapport au désir, qui est que le désir est concomitant au lieu. Sans les lieux, sans le paysage, il n'y aurait peut-être pas eu cette masturbation, cette sexualité. Enfin, c'est même pas une sexualité, ce désir qui circule entre les personnages, en fait. Donc, mais en fait, c'est des choses dont je m'aperçois même pas. Le monteur parce que c'est moi qui ai monté le film tout seul, mais j'ai demandé au monteur avec lequel j'avais monté mes précédents films de venir me donner un coup de main ou de jeter un œil. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est il m'a dit une phrase, une expression un peu vulgaire. Il m'a dit le film pue le sexe, mais on voit rien. Voilà. Donc moi, ça m'a plu. Je cherchais pas particulièrement à aller dans cette direction-là, mais si, il y a peut-être une chose que je cherchais vraiment à faire, c'était la question de l'odorat, puisque au cinéma, l'odorat est très peu traité, je trouve. Et dans les questions du sexe, alors c'est carrément zone interdite, hein, c'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'odorat dans le sexe. Or là, il y en a, et ça me semblait un bon moyen de montrer cette circulation du désir, parce que beaucoup de choses dans le film sont construites en miroir. Et donc, effectivement, il y a par exemple dans le miroir, il y a Victor qui sent la petite culotte de Caroline, et puis ensuite, il y a Mathieu qui sent le boxeur de Victor. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se répondent dans le film. Et par rapport à la fabrication, donc c'est une coproduction avec le master de réalisation, d'assistant réalisation de l'université de... Moi, les histoires de production, c'est pas mon problème. Non, mais je voulais justement aussi interroger. Oui, mais juste avant de donner, c'est juste que ce film, en fait, c'est Laurence Moinereau qui est ici, qui va vous dire deux mots, qui dirige un master. Enfin, elle va en parler mieux que moi. Mais juste un jour, elle m'a écrit un mail. Elle m'a dit voilà, j'ai vu votre long métrage, j'ai obtenu votre adresse mail.
est-ce que vous voudriez écrire un scénario pour moi? Donc moi, j'avais cette histoire de bol de lait dans la tête, et je me suis dit, d'accord, mais je vais aller à Poitiers, puisque ce master est à Poitiers, et donc en fonction de la ville de Poitiers, dans laquelle je suis allé de nombreuses fois, faire des repérages, me balader, etc., j'ai repris mon petit point de départ de bol de lait, et j'ai construit le film en fonction de Poitiers. Donc effectivement, c'est un concours de circonstances. En 2 mots, oui. Donc moi, je dirige le master assistant réalisateur à l'université de Poitiers, qui, comme son nom l'indique, forme des assistants réalisateurs, et puis des régisseurs et des assistants casting. On a une association donc qu'on appelle par son acronyme AMPAR, c'est l'association du master professionnel assistant réalisateur, qui rassemble les actuels et les anciens étudiants, et qui a 2 buts, l'un qui est de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et l'autre qui est de soutenir le cinéma d'auteur. Donc on a commencé par des invitations à des cinéastes pour projeter leurs films, et puis on est passé à l'initiative de projets de court-métrage, donc en proposant des cartes blanches à des cinéastes, en leur proposant d'écrire et de réaliser un court-métrage complètement original et singulier, avec une liberté totale et simplement 2 contraintes. Une qui est le lieu, Poitiers, donc que Jérôme, comme il vient de le réexpliquer, comme vous le comprenez d'après le titre, a prise vraiment au pied de la lettre et très sérieusement. Et l'autre qui est d'associer une promo d'étudiants à toutes les étapes de la création. Et donc là aussi, Jérôme a donc dialogué aux étudiants à partir de l'écriture et leur a confié tout le casting sauvage, tous les repérages de décors, la chorégraphie de la danse macabre, et puis des postes sur le tournage, en régie, en mise en scène, en déco, en costume. Voilà. Et maintenant, donc, on accompagne le film avec un grand plaisir. Et on est là cette semaine. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent à l'assistanat de réalisation et à la formation, ils peuvent venir me voir. Mais pour la suite des questions, c'est pour Jérôme. Il y a une phrase que j'avais notée dans mon petit cahier que je trouvais belle, importante, qui s'appelle « Maintenant, tout est réel, tout qui existe, existe », dit le personnage principal. Et c'était plutôt la question, c'est par rapport justement au réel, au rapport au réel, au réalisme. Juste sur la phrase, oui. Pardon, juste sur la phrase, en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand, au sortir du chromatorium, on m'a donné les cendres de mon père, parce que bon, c'est moi qui les ai portés, et vraiment, je décris uniquement ce que dit le personnage, c'est-à-dire c'est très bizarre cette sensation de porter un être humain dans les mains, et j'ai vraiment senti que la terre était bizarre sous mes pieds, en fait, qu'elle était beaucoup plus présente, que c'était plus fort, en fait, c'est très étonnant. Donc voilà, j'ai juste, c'était ma seule expérience du deuil personnel qui est passé là. Mais qui m'a fait penser aussi au rapport comment dire, au réalisme, au naturalisme dans ton cinéma qui est totalement rejeté. Voilà. Rejeté dans le sens, voilà, parce qu'on a la tendance aujourd'hui dans le cinéma contemporain de plus en plus à intégrer des codes, notamment de mise en scène, du documentaire, ou avec cette espèce de fausse impression de réalisme ou d'immersion dans la réalité avec la caméra à l'épaule ou au personnage, et je trouve très jouissif. Non, mais c'est un vrai plaisir parce que c'est très rare, voilà, de trouver des films en cinéma comme les tiens qui se posent d'autres questions sur comment filmer aussi. Mais moi, en fait, si j'ai 2 réponses. Comme un réalisateur, je me pose jamais la question du réalisme ou du non-réalisme ou de l'anti-réalisme. Pour moi, c'est le réel. Ce film est réel. Moi, je pense que je fais des documentaires, en fait. Oui. Donc voilà. Donc pour moi, ce film, c'est ultra réaliste d'une certaine manière. Mais par contre, c'est vrai que comme spectateur, je dirais que souvent, je suis pris dans un type de cinéma où j'ai l'impression que les réalisateurs s'empêchent eux-mêmes. Parce que si on regarde, en fait, tu dis aujourd'hui, mais regardez n'importe quel film français des années 30, vous allez voir qu'ils s'amusent, ils changent de ton, il n'y a pas de problème. Et puis les spectateurs ne faisaient pas des crises de nerfs parce qu'on sortait justement d'un ultra-réalisme. C'était quelque chose de beaucoup plus accepté. C'est petit à petit qu'on va vers un cinéma de plus en plus réaliste, mais en tant que norme. Mais moi, quand j'écris ou quand je filme, je ne me pose jamais la question du réalisme ou du non-réalisme. C'est du cinéma, quoi. Oui, c'est aussi le plaisir du cinéma. Oui, c'est du cinéma. Et puis je pense franchement que l'assistante sociale existe, par exemple. Pour moi, je suis sûr qu'il y a une assistante sociale comme ça dans un petit bureau de province qui est dans son monde, que ses collègues peut-être regardent un peu bizarrement parce qu'elle s'habille bizarrement. Enfin, même si évidemment elle ne va pas forcément prendre une échelle, mais il n'empêche que je pense que ça peut exister, ce genre de choses. En tout cas, pour moi, tout est réel. Moi, je voudrais poser encore une question sur la voix off, sur l'utilisation de la voix off que je trouve
Oui, très intéressante parce que c'est à la fois ludique, mais qui finalement comment dire, assume aussi il a un rôle assez important dans l'économie du film, notamment dans le passage du temps, voilà, du film. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus par rapport Oui, à... oui. La voix off, c'est vraiment c'est la difficulté, c'est l'intérêt aussi du moyen métrage ou du court métrage. C'est aussi, je pense, une question qui doit faire réfléchir dans un festival comme celui-ci, comme Brive. Comment créer la répétition des journées d'ennui de quelqu'un, d'un adolescent qui vient de perdre ses parents? Comment créer ce sentiment de répétition et d'ennui dans un court ou moyen métrage? C'est difficile. Dans un long métrage, on peut essayer de construire les choses petit à petit. Dans un court ou dans un long, c'est difficile. Donc la voix off, pour moi, c'était d'abord un outil dramaturgique, en fait. Et puis surtout, c'est devenu petit à petit une porte supplémentaire avec la dernière séquence de la fin, quand on comprend c'est le chroniqueur. Et surtout, entre les deux, ce qui s'est passé, c'est que la voix off, pour moi, c'était immédiatement ce comédien, Émilien Tessier, qui a une voix extraordinaire et qui est d'une manière générale l'antithèse des voix off qu'on entend. Très souvent, les voix off qu'on entend sont des voix assez blanches, assez neutres. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, je critique pas du tout. Mais la voix off a été écrite absolument pour lui, avec sa manière très particulière de prononcer. C'est presque comme un instrument de musique. La monte-son me disait, mais tu as déjà trafiqué les sons d'Emilien, tu l'as déjà passé dans le vocodeur, tout ça, j'ai rien touché. C'est lui qui faisait ouh. C'est sa manière d'être. Et donc c'est vraiment un personnage, un être humain. C'est pour ça que je parle de documentaire. Pour moi, c'est le réel. Cet homme existe, il parle vraiment comme ça, et il fait partie de cette richesse folle qu'il y a dans les voix, dans le rythme et dans l'humanité, tout bêtement. Et il était hors de question pour moi de passer par une voix off plus neutre, sous prétexte que c'est quelque chose qui se fait au cinéma et qui peut être très beau aussi par ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est une fausse voix off d'une certaine manière, parce que c'est vraiment un personnage. Bien sûr. Il est là depuis le début. Et d'ailleurs, ce monteur m'a fait la même remarque. Il m'a dit, c'est très bizarre ce que tu fais intervenir la voix off, je crois, à la 8e minute du film. Et il me dit, franchement, ne le fais pas, parce que ça va choquer, réveiller. Il me dit déjà que ta voix off est très très bizarre. Si en plus elle arrive comme ça, le spectateur pendant 8 minutes se dit, il n'y aura pas de voix off dans le film. Enfin, il se dit pas, mais il le sait qu'il n'y aura pas de voix off dans le film, ça va être un film. Voilà. Mais il m'a dit, t'as qu'à la faire venir à la minute numéro 2, tu lui fais dire une banalité pour préparer le spectateur. Donc moi, j'ai pas cherché à choquer le spectateur à la minute 8, mais je voulais pas non plus le préparer. La voix off arrive pour moi au bon moment, et peut-être qu'elle réveille un peu le spectateur à ce moment-là. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et ça donne peut-être une piste aussi pour ce qui va suivre petit à petit, ces portes qui vont s'ouvrir les unes après les autres. Et pourtant, voilà, l'importance de la voix est présente dès le début du film, puisqu'il y a quand même une voix, déjà une autre voix off, enfin une sorte de voix off, c'est plutôt un dialogue hors champ, mais qui marque déjà voilà, cette importance. Oui. Là, c'est deux choses. Toute petite séquence pré-générique de 2 minutes sur un écran noir. D'abord, c'est parce que c'est très difficile de filmer les gendarmeries. Parce qu'elles sont dans tous les meurtras, dans toutes les séries de France 3, il y a des gendarmeries, et c'est très difficile, je pense, avec peu de moyens, de faire une gendarmerie crédible en France. Voilà, moi, j'y arrive pas. Donc, ça marche pas. Donc, je me dis, je peux pas filmer dans une gendarmerie, c'est zone interdite pour moi, ça marchera jamais, ça va être bidon. Donc, l'écran noir, c'est ce qu'il y a de mieux, d'autant qu'un des films de Marguerite Duras que j'adore, c'est un écran noir qui s'appelle Les mains négatives, c'est merveilleux. Et puis, la dernière chose, c'est la voix. Ça oblige le spectateur à écouter la voix. Et là, on a une voix de Pascal Borel, qui n'est pas du tout une comédienne, qui est une chanteuse d'un groupe pop des années 80. Et c'est sa voix tout de suite qui captive, et qui d'ailleurs peut déjà donner une piste au spectateur, lui faire comprendre que le film va peut-être être réaliste, mais peut-être qu'il va se passer une chose bizarre, parce qu'elle aussi, c'est une gendarmette assez particulière. Mais là aussi, je pense qu'elle existe. Je pense qu'il y a des gendarmes qui sont aussi particuliers qu'elle, qui ont ce débit de voix assez particulier. Et puis, c'est pas vraiment une question, mais moi, je suis obsédé par la comédie musicale, notamment des années 50-60, et j'ai trouvé extraordinaire la scène dansée, des danses macabres, aussi comme un renversement de l'iconographie à laquelle on associe d'habitude la danse macabre, qui est, comment dire, un motif visuel attaché au Moyen-Âge, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus par rapport à cette scène qui marque aussi un passage, parce que c'est quand même après avoir dépassé les escaliers, le mur, donc c'est comme l'accès à un autre monde. Donc avec un fonctionnement qui est un peu proche de l'ancienne comédie musicale, où il y avait une sorte de séparation entre les temps réels et la temps de la danse.
Mais en fait, je pense que c'est la question de ce que j'ai dit tout à l'heure, du sol, en fait. Je pense que tout à l'heure, je disais que quand j'avais porté les cendres, j'avais senti le sol, mais je pense que c'est le travail du danseur, en fait. Quand on est petit ras de 5 ans jusqu'à... Voilà, la chose fondamentale, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que la danse, elle était là, parce que la danse, c'est relié à notre manière d'être sur Terre, et c'est relié à une question métaphysique. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et puis, ça, c'était une intuition. Après, j'ai creusé les danses macabres. Évidemment, je me suis souvenu de la danse macabre dans la règle du jeu de Renoir, qui est absolument merveilleuse. Et voilà. Et donc, ça s'est mis en place petit à petit. Et c'était une manière pour moi que le personnage, non pas retrouve ses parents, parce qu'il ne retrouve pas ses parents, en fait, dans la danse macabre. Il va dans la danse, mais ses parents ne l'accueillent pas, même s'ils sont là. Et en plus, le spectateur ne le comprend pas forcément. En tout cas, il ne retrouve pas ses parents, mais il comprend peut-être à son étape-là du deuil, que la vie, c'est une espèce de cycle, et que la vie inclut le tragique, et qu'on peut en rire et en danser, en fait. Voilà. Et danser sur ce constat-là. Et quant à la musique, ça s'est imposé, j'ai pas du tout cherché. Voilà, et puis ça devait forcément être une musique un peu pop, moderne, parce que je voulais pas venir avec tout l'aspect, voilà, je vous fais un petit cours sur la danse macabre en mettant une musique. Voilà, je voulais surtout pas, je voulais que ce soit cassé. Puis de toute façon, la question se posait pas, c'était cette musique, et voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci à Brive, merci à vous. Merci beaucoup.